Il y a 10 ans, c'était un simple projet étudiant. Aujourd'hui, on va tous intégrer Blablacar. Je vais vous raconter l'histoire de Klaxit. Donc Julien, je suis cofondateur de Klaxit, créé en 2012. Klaxit à la base qui s'appelait WazeUp, vraiment une idée de faire du covoiturage courte distance comme Blablacar l'a fait pour le covoiturage longue distance avec des millions d'utilisateurs. Mais on n'avait absolument pas de modèle économique pour le faire. Et en fait, ça a été toute cette quête pendant plusieurs années. À la base, Klaxit, c'était un petit boîtier qui se branchait à la voiture et qui allait détecter automatiquement les trajets réguliers. Et derrière, sur une page web, vous proposez des covoiturages avec les gens qui partageaient le même trajet. Et quelques mois plus tard, quand j'ai fait un stage à San Francisco dans la Silicon Valley, en fait là-bas les gens avaient des smartphones. En France, il y avait un peu des Windows Phone très compliqués, etc. C'était plutôt un usage professionnel. Là-bas, ça commençait à être grand public avec l'iPhone. Et donc là, je me suis dit, en fait, le boîtier, tout le monde va l'avoir dans sa poche. Ça s'appelle un smartphone, une app mobile. Et donc, on va partir sur cette application mobile pour faire du covoiturage sur les trajets du quotidien. À l'époque, Blablacar s'appelait covoiturage.fr, était pas du tout connu. Et en fait, on a commencé à développer la courte distance quand la longue distance, en fait, n'avait pas encore montré toutes ses clés de succès. Ça commence en 2013 pour moi. Julien, en 2013, il cherche désespérément un CTO. Il a une belle idée, il a une marque, il a rencontré des prospects et il cherche quelqu'un pour monter une boîte, pour monter une aventure autour de cette idée. Il va dans un événement qui s'appelait à l'époque Adopt CTO. Il me recontacte quelques jours plus tard et là on se rencontre effectivement dans un café Place d'Italie. Et assez rapidement, je vois que c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, la même envie d'impact. Je me suis dit, on va bien s'amuser, ça va être un beau projet technologique et c'était un peu les deux composantes essentielles du projet que je recherchais. En plus, évidemment, d'une belle rencontre et de quelqu'un avec qui j'avais envie de bosser. Il faut savoir des fois rompre avec l'existant pour se réinventer. Oh, ça donne des indices là. Mais je pense que ça va surprendre les équipes, mais dans le bon sens. Pendant un mois, on fait du produit design, on définit la vision et assez précisément de tout ce qu'on veut faire à deux. Et ensuite, je prends une agence sur iOS. Première difficulté, l'été 2013, ces 3 mois, on a tout fait. Moi, je suis complètement dans ma bulle. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont plus jamais reparler. Je fais 16 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 3 mois et je deviens complètement asocial, tellement grisé et dans le projet. Je pense que c'est soit la levée de fonds, peut-être couplé à des nouveaux locaux. En septembre 2013, on essaye de lancer les premières entreprises, mais on a fait une énorme bêtise, c'est qu'on les a lancées à zéro. On leur a dit c'est gratuit, on y va, on vous fait les trucs. Et du coup, ça implique pas du tout les équipes projet. Et en fait, l'entreprise, elle est pas très engagée. Et du coup, en fait, on s'aperçoit que ça marche pas du tout. Le premier lancement, c'est à l'automne 2013. Donc, notamment chez Safran. On s'était fait des petits t-shirts, je pense. Et là, on se met à la sortie d'une cantine où il y a 1500 personnes qui sortent. Et on se prend ce flot de gens qu'on n'arrive pas à maîtriser. On essaye de leur lancer des flyers dans tous les sens. Et ça marche juste pas, les gens s'arrêtent pas. Donc là, on a une espèce d'échec cuisant là-dessus, mais à la fin, on apprend. On a commencé au départ à avoir un modèle avec les entreprises. Là, on était une petite dizaine dans l'équipe. Ça covoiturait très peu, en fait. On mettait les gens en relation, mais derrière, ils covoituraient très peu. Et ceux qui covoituraient, il y en a très peu qui continuaient. Début 2014, on se dit, faut faire payer même un minimum les entreprises pour qu'au moins ils valorisent le truc et que ça apparaisse dans leur book, quoi, et globalement, qu'ils mettent une équipe projet dessus et qu'ils disent, on paye quelque chose, donc il faut quand même que ça donne du résultat. C'était ridicule. Quand on leur fait payer 1500 balles les 3 premiers mois ou 4 premiers mois pour leurs 10 000 salariés, on arrive pour faire les animations et ils nous demandent de payer les croissants pour leurs salariés. C'était complètement fou ce lancement. On a dû payer les croissants pour les salariés alors qu'ils payaient 1500 balles pour 4 mois. Blablacar fait déjà des plateformes pour le covoiturage quotidien. Qu'est-ce qui fait que ça fait aucun trajet? Et du coup, comment on va créer une solution différenciante pour faire du trajet? Alors que 98% des trajets sont faits au quotidien sur les routes. Donc c'est super dommage que le covoiturage ça marche pas. J'ai fait ma prépa en Allemagne. L'écologie était déjà beaucoup plus intégrée qu'en France à l'époque. Les pubs à la télé mettaient en avant l'argument écologique alors que en France, on faisait vaguement le tri des déchets, mais les Allemands étaient beaucoup plus écolos. Et quand j'ai voulu démarrer ma boîte, pour moi, juste, le changement climatique, c'est le défi de notre génération. Je me voyais pas du tout créer une boîte qui allait pas contribuer à ça.
Deuxième truc qui est marrant sur les lancements en 2013, c'est quand on se met sur un parking, il y a un décideur qui décide de faire une espèce d'entonnoir à voiture à la sortie d'un parking. Il y a un des salariés, il supporte pas d'attendre 2 voitures en face, il commence à déboîter par derrière, on recule et on manque se prendre la bagnole. Du coup, il y a des formats qui fonctionnent et des formats qui fonctionnent pas, il va falloir qu'on apprenne. On peut pas physiquement se mettre en danger pour lancer du covoiturage dans les entreprises. Dans les premières années d'entrepreneuriat, mais que c'est déjà une entreprise et qu'on a déjà des gens, des salariés et qu'on y met son âme, et que les gens disent mais tu fais ça à plein temps, c'est génial. On sait pas quoi répondre à ça. Lui est très ancré dans la vision startup, faire les choses très différemment, de manière extrêmement innovante, qu'on soit tous les deux avec des focus très très différents. Ça a été vraiment clé dans le fait que pendant 10 ans, c'est roulé et ça fasse grandir l'aventure, c'est vraiment qu'on regardait à des endroits différents. Du coup, je suis pas très orienté sur l'humain, mais j'ai toujours quand même eu en tête la nécessité d'embarquer des gens et de la rencontre se fasse avec eux, de bien les choisir, que c'était hyper important de pas se planter sur des recrutements, tant et si bien que pendant ma ligne de miel sur une plage en Polynésie, à 5h du matin, j'étais en train de faire un entretien pour un directeur marketing. Ce qui m'a intéressé en plus, c'était l'aspect social de mettre en relation des gens qui, en fait, sans nous, se seraient jamais croisés. Parce qu'on met en relation des gens, pas sur un physique, sur un intérêt professionnel, etc. On met en relation les gens sur un trajet. Et en fait, sur un trajet, tout le monde partage la route. Des gens qui viennent d'horizons complètement différents. On a mis et on met dans des voitures des gens qui, sans nous, se seraient jamais parlé. Et je pense que la société se porterait globalement mieux si les gens se parlaient plus. Et donc, pour moi, c'était vraiment un truc très important de pouvoir mettre les gens en relation. Quand on l'a lancé chez Hilti, on a vu passer les messages la veille et on voit la rencontre des 2 personnes dont on a vu passer les messages physiquement devant le stand WazeUp. Et ça, c'est assez magique comme moment. Ce qu'on appelle même de la social proof, quoi. On le voit devant ses yeux, ça se passe réellement. Et oui, ça donne beaucoup de carburant de voir ce genre de choses. On a eu vraiment cette période de plusieurs années où on avait des clients entreprises, mais où finalement, notre principal indicateur d'impact, à savoir le nombre de trajets qu'on était capable de générer, ne montait pas et toutes les semaines, on regardait cette courbe qui restait plate. C'était vraiment difficile. On avait de la reconnaissance par les clients, parce que dans les entreprises, on faisait des belles choses, ils étaient contents des animations qu'on faisait, etc. Mais en termes d'impact, on restait vraiment sur notre faim. Et le plus difficile, c'était pour les équipes qui étaient au bureau, qui, elles, en fait, discutaient pas avec les clients, n'avaient pas cette reconnaissance des clients. Et ça a été vraiment dur. On a fait une traversée du désert pendant plusieurs années où il a fallu tenir. Il y a énormément de questions qui se posent pendant cette traversée du désert. On a changé toutes les features sur l'app. On essayait de faire des messages avec statut de lecture, du paiement dans l'application, de la gamification. On a testé plein de trucs sur l'app, mais ça n'a jamais rien fait. Et en fait, à un moment, on s'est dit, bon, c'est pas possible. On dit aux gens qu'ils peuvent gagner 5 à 6 000 euros par an en utilisant le service, ils y vont pas. Qu'est-ce qu'on fait de mal, quoi? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un problème de prix. Le conducteur, il était OK pour gagner 2 à 4 euros par trajet et par passager transporté. Un passager, ça lui rembourse globalement ses frais de carburant. 2 ou 3 passagers, les frais de sa voiture. Le problème, c'est que dans notre système de covoiturage courte distance, tout le monde a une voiture au départ. Il faut des conducteurs, il faut des passagers. Le problème, c'est qu'on n'avait que des conducteurs, on n'avait aucun passager, c'est-à-dire aucune personne qui était prête à abandonner sa voiture et monter dans la voiture de quelqu'un pour lui payer 2 à 4 euros, ce qui était en fait le prix qu'il aurait mis dans sa propre voiture en carburant. Donc en fait, il voyait pas l'intérêt. Donc on s'est dit, il faut créer un intérêt pour le passager. On a pris 40 000 euros de fonds propres de la boîte à l'époque. C'était beaucoup, 40 000 euros, et on s'est dit, bah voilà, pendant 4 mois, sur toutes nos entreprises clientes, les passagers ils vont voyager gratuitement, les conducteurs vont être rémunérés, et c'est Klaxit qui va payer au milieu. Et en fait, dès la première semaine, on voit une courbe de trajet qui commence à monter et qui monte de semaine en semaine. Donc voilà, on s'est dit, bah le modèle, on l'a trouvé. En fait, il passe par une subvention des trajets, mais Klaxit va pas pouvoir payer évidemment tous les trajets. Il faut trouver quelqu'un qui va financer. Alors on l'avait un peu en tête. Il y avait l'idée des entreprises. Il y avait aussi surtout l'idée des collectivités. Elles financent les réseaux de transport en commun aujourd'hui. Si le pass Navigo était pas subventionné, il coûterait 500 euros par mois. Il y aurait personne dans les métros, les RER. En 2017, les collectivités commencent à vouloir financer. Nous, on finance sur fonds propres auprès de nos clients. On voit tout de suite les trajets qui décollent et du coup, il y a une espèce de lumière au bout du tunnel qui s'allume et on se dit, on sait pas comment on va le faire, mais on se dit, là, il y a quelque chose qui veut dire qu'on va faire de l'usage. Donc, on est capable de faire une boîte qui va fonctionner. Avant ça, c'est vraiment très compliqué. Le problème, c'est que les collectivités n'avaient pas le droit de subventionner le covoiturage, parce qu'on n'était pas du tout considéré comme un transport public. Et donc on a commencé à faire des expérimentations avec certaines collectivités pour montrer que quand la collectivité mettait un peu d'argent, on arrivait à générer du covoiturage. Cette clé sur le prix, on l'a trouvée en 2017. 6 mois plus tard, l'Île-de-France a commencé à subventionner les trajets.
Déjà, on m'a dit, il faut commencer du lobbying, il faut faire connaître le système, il faut rencontrer des députés, des sénateurs, des collectivités, etc. Bon, alors on commence tranquillement à s'y mettre. Et là, on a une chance, c'est qu'en 2018, Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre des Transports, ouvre les assises des mobilités. Merci et vive la loi d'orientation des mobilités, mais c'est maintenant aux entreprises et aux territoires de s'en emparer. Priorité au transport du quotidien. Trouvez-moi des solutions qui sont capables de répondre aux enjeux des gens qui prennent la voiture tous les jours, qui n'ont pas accès au transport en commun, qui coûtent pas très cher, qui utilisent si possible la techno, etc. En fait, on était en plein dans le mille pour ces assises des mobilités. On a fait de l'influence la plus simple qui soit. On était invités dans les réunions. Il y avait 25 opérateurs autour de la table, des gens qui faisaient 2-3 trajets, des gens qui en faisaient quelques milliers, mais on était tous petits en fait. Et là, ils nous ont en fait confiance parce que dans la loi, ils ont inscrit le fait que les entreprises allaient pouvoir subventionner le covoiturage, le rembourser à leurs salariés en étant exonérés de charges, et puis que les collectivités allaient pouvoir piloter la politique de covoiturage et subventionner les trajets. Ça a mis énormément de temps. Je prenais des calls tous les week-ends avec les conseillers ministériels, etc. On suivait aussi le soir les débats parlementaires à l'Assemblée, les articles qui étaient votés petit à petit. Fin décembre 2019, enfin, cette loi, la loi d'orientation des mobilités, elle est adoptée. Et donc, elle dit que toutes les collectivités vont pouvoir subventionner le covoiturage, les entreprises vont pouvoir l'encourager aussi, et qu'en fait, c'est presque le début pour Klaxit, parce que c'est le début de notre vrai modèle économique, quoi. Quand on parle avec ces tripes, quand on veut porter un projet qui a du sens, il y a du répondant en face, et je pense que c'est ça qu'on a fait au départ. On leur a expliqué qu'on voulait démocratiser le covoiturage sur leur territoire, pour la courte distance, sur l'impact carbone, pour réduire le coût pour les gens. La loi s'est votée en décembre 2019. Du coup, l'équipe collectivité, elle est arrivée sur janvier, février, mars, et là, bam, Covid. Donc, toute une nouvelle équipe, une grosse partie qu'on onboard à distance. On leur apprend le métier, comment fonctionne l'application, etc. En visio. Et là se pose vraiment la question de est-ce qu'on met tout le monde en chômage partiel ou est-ce qu'on continue? Clairement, la rationalité aurait voulu qu'on fasse 80% de chômage partiel, mais en fait, dans les collectivités, on continuait à avoir des rendez-vous, les gens s'intéressaient à ce qu'on faisait. En plus, on était un peu seuls sur le marché parce que du coup, les autres avaient globalement arrêté de travailler. Donc on s'est dit, on va profiter de cette période de 2020. On a eu de la chance d'avoir les investisseurs qui nous ont suivis sur cette décision. On leur a dit, mais on fait des rendez-vous, ça va aboutir. Donc laissons les équipes sur le terrain. En fait, ça serait vraiment une erreur de les retirer. Dès septembre 2020, on a signé quasiment une dizaine de villes qui sont encore nos grosses villes aujourd'hui. L'histoire et le succès de Klaxit aujourd'hui, on l'a construit pendant la période la plus difficile de notre histoire qui était la période Covid. Et ensuite, on se prenait des vagues. Donc on lançait un peu, donc la courbe montait, derrière, boum, restriction. Et on s'est pris comme ça 2, 3, 4 vagues successives. C'était hyper compliqué pour les équipes parce qu'à chaque fois il fallait tout recommencer. On commençait à avoir un début de communauté, un début de traction et boum, tout retombait à cause du Covid et on s'est dit mais le truc il va jamais s'arrêter. Heureusement les collectivités étaient là aussi et nous soutenaient et avaient confiance dans le fait que un jour ou l'autre, on ne savait absolument pas quand, ça allait revenir à la normale et à partir de septembre 21, on a relancé mais en fait on s'est plus arrêté. Donc la courbe a continué à monter, on a signé encore plus de villes et d'entreprises pour arriver à une cinquantaine aujourd'hui de villes qui subventionnent les trajets sur Klaxit et du coup d'arriver aujourd'hui à 450 000 trajets par mois. On a fait 2,6 millions de trajets en 2022. Rouen, on a commencé sur un contrat de 20 ou 30 000 euros, je crois. Ensuite, en mars 2022, ils ont mis 200 000 euros. Avant l'été, ils avaient mis 1 million et on a réussi comme ça à faire grandir les villes. Et voilà, l'année 2022, c'était vraiment la première année complète de Klaxit avec le modèle de bout en bout, les résultats qu'on voulait. On pense peut-être à un déménagement. Ouais. Mais rachat, levée de fonds. Apparemment, il va y avoir de l'émotion. Moi, j'ai parié qu'il y aurait une antenne style Lyon, Bordeaux.
petite levée de fonds ou effectivement Bizarre, ça. le rachat par Il est de Blablacar. plus en plus. Et ça vous ferait plaisir ça si c'est une des deux? Ouais, les deux feront bien plaisir. Ok, Un plus que l'autre. du genre. Bah, du genre, le meilleur qui s'associe au meilleur, c'est pas mal quand même. Pour ça, on a choisi le plus grand raccourci de notre histoire. C'est l'aboutissement, quoi. C'est pas un truc qui arrive comme ça, c'est des années d'efforts. Bah voilà, ça y est, enfin, on l'a. Personne n'y croyait, quoi. On a déjà testé pendant 10 ans des trucs, ça a jamais marché, etc. Pendant toutes les premières années, j'ai tout entendu. Il y avait un autre modèle, il y avait des clés à trouver, il y avait de la technologie qui n'existait pas encore. Et voilà, ça y est, aujourd'hui, on est chez Blablacar. Donc l'objectif quand on a créé Klaxit, c'était d'avoir le plus grand impact possible en fait. Impact environnemental, impact social aussi. Et en fait cette opération avec Blablacar, c'est se donner toutes les chances de démultiplier cet impact. Même jusqu'à mi-2017, notre record de trajets mensuels, c'était 150 trajets. L'ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin, clairement. Donc soit en fait on faisait une grosse levée de fonds et on utilisait tout cet argent pour créer une grosse marque, beaucoup d'utilisateurs mais ça allait nous prendre des années. Soit en fait on signait avec Blablacar qui a déjà une super marque, qui est connue en France comme Coca-Cola, qui est hyper appréciée des gens, qui remplace presque le mot covoiturage. Pourquoi c'était une évidence Blablacar? Parce que nous, en fait, l'objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible à cet impact maximum. C'était un énorme raccourci. On a gagné plusieurs années. On leur a fait gagner plusieurs années à eux aussi, parce que eux, ils avaient développé la marque, la communauté, mais nous, on a tout le modèle économique avec les entreprises, les collectivités. Et en fait, en mariant les deux, on gagne chacun des années et on va pouvoir avoir cet impact qu'on cherche depuis le départ avec l'équipe et on va pouvoir le démultiplier. Klaxit et Blablacar, ça représente 4 millions de trajets en 2022, mais en fait on va aller beaucoup plus loin. On est au tout début de l'aventure, il y a 10 millions d'automobilistes qui sont tout seuls dans leur voiture tous les jours. Donc ça fait en fait un potentiel de 20 millions de trajets par jour. Avec Blablacar, on se donne toutes les chances d'aller le plus loin possible et le plus vite possible dans notre mission et de faire x10, x20. C'est vraiment l'objectif d'abord en France et ensuite répliquer le modèle à l'étranger. Eux, ils sont présents dans 20 pays dans le monde et là, pour démultiplier l'impact, en fait, il n'y a pas mieux. On reproduit les fonctionnalités clés qu'on a mis dans Klaxit qui permettent cette efficacité de solution. L'objectif, c'est de faire 10 fois plus de trajets aujourd'hui et puis peut-être 20, 30, 50, 100 fois plus de trajets assez rapidement. On garde toute l'équipe Klaxit, toute l'équipe Blablacar Daily et ça fait environ une centaine de personnes dédiées au covoiturage courte distance et on va continuer à recruter. Alors si ça faut que le business il marche évidemment, mais je pense que ça va bien marcher. Parce qu'évidemment, avec les nouvelles villes qu'on va lancer, les nouvelles entreprises, on va avoir besoin de plus en plus de monde. Donc c'est vraiment un projet complètement vers l'avenir, d'accélération. On veut devenir en fait la normalité. Et aujourd'hui, on est l'exception. Alors aujourd'hui, on est 70 chez Klaxit. On commence à être sérieusement à l'étroit dans nos locaux. Donc 2023 devait être l'année du déménagement. Et ça sera un superbe déménagement. On va tous emménager dans les locaux flambant neufs de Blablacar à Bastille. Hyper spacieux, hyper écolo.
Vous l'avez vu quand on l'a annoncé à l'équipe, pour eux c'était vraiment un accomplissement. Ça leur montrait que toutes ces années de travail n'étaient pas vaines et qu'ils étaient aujourd'hui récompensés pour tout le travail qu'ils avaient fait. C'est une nouvelle qui va être hyper intéressante pour nous parce qu'on va pouvoir toucher de nouveaux prospects, pouvoir encore grandir. C'est vraiment un accomplissement qu'on peut, je pense, rarement vivre dans une start-up. C'est vraiment la concrétisation d'un nouveau mode de transport qui est le covoiturage de courte distance. Ouais, je suis très contente, je trouve ça bien et hâte de rencontrer les personnes de BlaBlaCar. Déjà, on est très contents pour les équipes, pour le projet, pour nos covoitureurs, l'évangélisation du service. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer mes homologues, ça va le faire. On se retrouve dans les mêmes ADN. Ouais, ça va être vraiment fort. Ouais, on a trop hâte. BlaBlaCar nous accueille vraiment hyper chaleureusement. On a fait une photo sur le toit du rooftop et dans la demi-heure après, on était sur tous les écrans du bâtiment avec les équipes qui nous accueillaient, avec des petits coups de klaxon. On découvre les bureaux de BlaBlaCar. Ils sont incroyables et on n'a pas les mots. Nous, on a l'habitude de travailler dans nos petits bureaux à Klaxit qui sont très bien, c'est très familial. C'est vrai que là, c'est notre dimension. On rentre dans une nouvelle phase du développement du covoiturage en France et on a la chance de pouvoir intégrer ces bureaux et pouvoir vraiment être dans les meilleures conditions. Très belle histoire qui est en train de s'écrire. Et je suis très content d'en faire partie. Klaxit, en fait, après toutes ces années, c'était vraiment une famille. On a tellement galéré ensemble, on a trouvé des solutions ensemble, on s'est battu contre le marché. Ça a été très bien accueilli par tout le monde, je pense, et ça peut être qu'une bonne nouvelle parce que bon, il y a deux grosses puissances qui se rejoignent, donc ça peut être qu'une bonne chose, surtout au vu de développer en fait le covoiturage domicile-travail. Et en fait, l'objectif du projet d'après, c'est vraiment que cet esprit famille il reste, cet esprit de conquête il reste. On n'aurait jamais revendu l'entreprise s'il n'y avait pas toute la place pour l'équipe, si on n'allait pas les marier avec une autre famille, certes une famille un peu plus grande mais en fait qui a les mêmes valeurs, qui veut se surpasser, aller plus loin, avoir de l'impact écologique, qui sait aussi prendre du recul, qui sait s'amuser quand il le faut. Et je pense qu'on trouve ça dans l'équipe de BlaBlaCar. Clairement la synergie Klaxit Blabla, ça va permettre d'aller encore plus loin. L'intégration elle est top. Les gens sont hyper sympas, donc on est hyper contents et hâte de voir la suite. This merge is an accelerator for what we wanted to do. If we were standalone, we would have to develop all the B2G, B2B product and stack and do it step by step. Here we are accelerating with this.